Mes chers amis, Afrique des libertés, je vous salue. Je vous souhaite la bienvenue à cette conversation de cette journée du 15 novembre 2022 sur la Terre des Hommes. Vous le savez très bien, l'Afrique des libertés, l'Afrique mondiale est en deuil. Nous avons perdu il y a 24 heures l'un des plus brillants intellectuels de notre temps et de tous les temps africains, le professeur Niusare Kalalao Motunde. Un grand fils de l'Afrique, un nouvel ancêtre angélisé s'en est allé. Mais heureusement, comme je vous l'ai dit, dans notre civilisation, la vie vient de loin et va au loin. Heureusement, je vous l'ai dit, nous pleurons d'un œil et nous nous réjouissons de l'autre. Car la mort ici-bas est, pour celui qui a bien accompli sa mission, renaissance au-delà. Les morts ne sont pas morts. La vie sans cesse se métamorphose, elle mue et elle transmute. Oui, au moment où l'Afrique mondiale, des Antilles au continent africain pleure, son fils pleure un grand maître, un pontife de la civilisation négro-africaine multimillénaire, l'œuvre se poursuit. Aujourd'hui, 15 novembre 2022, l'inénarrable artiste africain du Cameroun, fils de l'Afrique des libertés, le général Valsero, offre à l'opinion africaine, à l'opinion mondiale, à l'écoute du monde entier, il offre une œuvre magnifique, il offre une œuvre redoutable, il offre un opus majeur, Assimi Goïta, the Masters of the Game. Ainsi, Niusere Kalala Omotunde peut être rassuré au moment du grand voyage vers les sociétés du monde spirituel. L'œuvre se poursuit sur la terre, car des millions de Cheikh Anta Diop, des millions de Sankara, des millions de Lumumba, des millions de Oumniobé, de Moumié, des millions de Kimbangu, de Baba Simon, des millions de Modibo Keïta, de Barthélemy Boganda, des millions de Kadhafi, des millions de Haile Selassie, des millions de Gamal Abdel Nasser, des millions de Nelson Mandela, des millions de Julius Nyerere, des millions d'Amilcar Cabral sont en train de germer à travers le continent. Des millions d'Assimi Goïta. Cet opus musical de Valsero est tonique. Il servira dans les grandes mobilisations africaines de ce 21e siècle. Il servira d'hommage au grand peuple malien et à son leader, le président Assimi Goïta. Il servira à galvaniser les foules du Cameroun au Sénégal, du Sénégal, au Congo, du Congo en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, à l'Angola, de l'Angola, au Centrafrique, du Centrafrique, en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, au Burkina. Cette chanson, ce texte puissant de Valsero est en réalité une invocation au service de l'Afrique des libertés. Je voudrais, en consacrant ces premières minutes de cette intervention, à saluer cette œuvre, féliciter Général Valsero pour le choix qu'il a fait de servir nos libertés menacées dans notre pays natal commun, le Cameroun, nos libertés écrasées. Servir l'espérance, servir l'espoir. Valsero, ancien prisonnier politique au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas. Je voudrais saluer cet artiste et je sais qu'on le verra bientôt à Bamako pour un méga concert pour lequel je m'engage à tout faciliter auprès des autorités maliennes. Le président Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Kokala Maïga, le premier ministre intérimaire Abdoulaye Maïga, les ministres Abdoulaye Diop, Sadio Kamara et tous les autres frères et sœurs du grand gouvernement panafricain du Mali. Je m'empresserai de faciliter l'arrivée prochaine à Bamako du grand Valsero, le général Valsero,
à la rencontre de la jeunesse panafricaine du Mali, ça sera quelque chose. Je vous le promets, Bamako, capitale de l'émancipation africaine, va vibrer au son du général Valsero. Avant d'aborder les autres sujets que je vous ai annoncés, la France-Afrique littéralement mise dans la sauce, Jeune Afrique, RFI, France 24, pilée et malaxée par l'histoire en marche, je voudrais vous refaire écouter ce magnifique opus de Valsero dont j'ai eu l'honneur d'avoir la primeur avec plusieurs d'entre nous. Je pense à Kemi Seba, à Nathalie Yamb, à Ousmane Sonko, à Succès Masra. Nous avons eu l'insigne honneur qui nous est fait par l'artiste de nous associer dans la maquette de ce puissant single, d'être présenté et associé sous la forme de Masters of the Game. Yes, we are the masters of the game, but this means in fact that we are the servants of Africa. Nous sommes les serviteurs de l'Afrique des libertés. Les maîtres sont nos ancêtres angélisés, Dieu le Tout-Puissant, et sur la terre, le peuple entier des Africains éveillés de tous les continents. Nous, nous sommes les serviteurs. Nous, nous faisons pontifs. Nous, nous faisons facilitateurs, passeurs de lumière, serviteurs. We are the servants of the game. We are just masters of service. Masters of service. Si nous sommes masters, c'est pour servir. Si nous sommes les maîtres, c'est dans l'art de servir. Et non dans celui de se servir comme le font les mauvais maîtres. Ceux qui ne font pas passer la lumière de la connaissance, de l'espérance et de la justice. Valsero, félicitations et une deuxième écoute avant d'aller plus loin dans les sujets de cette conférence. Remets-nous-le. Mes chers amis, voilà. Maintenant, le lien de cette chanson qui se trouve sur YouTube est mis à votre disposition, séance tenante. Il est mis à votre disposition exactement dans les commentaires de la présente vidéo au moment où je vous parle. De telle façon que, vous soyez capable, autant que possible, à votre tour, de diffuser. Je vais le mettre ici à votre disposition. Je vais le mettre à votre disposition directement. Je vais le mettre à votre disposition avant de continuer. Le lien, hop, je le prends, copier. Je reviens ici sur l'émission et je vous mets tout ça dans les commentaires de telle façon que si sur l'émission et je vous mets tout ça dans les commentaires. Voilà. De telle façon que... Très bien. Mes chers amis, maintenant nous allons passer à la suite des matières. En ce 15 novembre 2022, je voulais attirer votre attention sur des révélations qui continuent. Le rouleau compresseur de la vérité qui écrase le mensonge régnant de la France-Afrique. Oui, Jeune Afrique, France 24, RFI et tous les médias mainstream qui essayent d'imposer la dictature de la pensée unique ici en France sont de mieux en mieux connus et déconstruits. Je vous avais déjà parlé ici de Jeune Afrique. Et il y a longtemps que je n'écris plus Jeune Afrique en utilisant le nom du continent africain, Afrique. J'écris Jeune avec un accent circonflexe sur la lettre U. Donc des gens qui passent leur temps à jeûner. Et j'écris Afrique, A, préposition, et puis fric, F-R-I-C, Jeune Afrique. C'est des gens qui sont prêts à jeûner à condition de pouvoir en effet engranger du fric à travers la désinformation et l'intoxication internationale. Jeune Afrique n'est pas un journal, c'est un torchon. C'est un torchon de presse qui en réalité virevolte, varie en fonction des sponsorings qu'il reçoit depuis des décennies des dictatures africaines. Marwan Ben Yamed, celui qui dirige ce torchon de presse, cette feuille de chou de Jeune Afrique, est un héritier d'une pratique mafieuse très ancienne qui consiste à entretenir l'opinion en fonction du sponsoring des États africains, c'est-à-dire de l'achat de pages d'autopublicité, de pages de propagande qui est consenti par ces dirigeants africains.
D'ailleurs, parmi les actionnaires de Jeune Afrique, on trouve de nombreuses familles despotiques africaines. Par exemple, la famille Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens. La famille Ouattara est fortement investie dans le sponsoring de ce journal. Cela est connu et a été écrit et publié par de nombreuses investigations depuis longtemps. Donc ce n'est pas un journal, c'est un canard sauvage dans lequel des scribouillards stipendiés s'exercent à la manipulation des opinions africaines. Ils n'auraient jamais dû s'attaquer à moi. Ils ont commis une erreur fatale. En s'attaquant à ma personne, ils m'ont donné toute l'attitude pour leur mettre jusqu'à la fermeture de cette feuille de chou tous les coups de boutoir dont je serai capable. Ils le savent très bien. Marwan Ben Yamed et tous ses acolytes, entre eux et moi, la bataille médiatique est déclarée. Et on m'appelle dans mon pays natal chef signé. Quand vous me cherchez des palabres, vous avez tendance à vous souvenir du moment où vous m'avez cherché les palabres. Ce que vous oubliez, c'est que je ne vous lâche plus. Et je gagne. Quand j'ai eu des confrontations avec Jeune Afrique, j'ai gagné. Quand ils avaient usurpé mon image, en l'utilisant en lieu et place de celle de Franck Biya, le fils de dictateur camerounais, qui aujourd'hui aspire à une succession dynastique à la tête du Cameroun. Quand ils ont fait cela, nous sommes allés au tribunal à Paris et ils ont été obligés de rectifier et de réparer l'image, mon image qu'ils avaient distordue. Ils s'en souviennent. Eh bien, maintenant, des témoignages se multiplient à propos des pratiques crapuleuses de Jeune Afrique. Crapuleuses de ces médias mainstream. Je voudrais vous faire écouter aujourd'hui 3 témoignages. Un témoignage du président du club de la presse du Mali. Ensuite, vous allez avoir le témoignage d'un député. Un député français, membre de la France Insoumise, qui s'appelle Laurent Boyard. Louis Boyard. Et puis enfin, vous allez écouter un petit reportage de 4 minutes fait par des journalistes d'investigation français pour essayer de savoir si la presse privée en France est encore libre. Comment la presse privée, c'est-à-dire l'essentiel, soit 90% de la presse française est captive d'environ une dizaine de milliardaires. Vous allez écouter tous ces éléments-là et me dire si vous avez le sentiment d'en apprendre plus que ce que nous vous avons fait savoir depuis longtemps par nos conférences. Mais il vaut mieux que ce soit eux qui le disent. Car par les temps qui courent, les mêmes vérités dites par un Français blanc et dites par un Français noir ne valent pas les mêmes conséquences. Car les vérités, maintenant, ici dans cette France, et cela depuis très longtemps, sont dites par un Français d'origine africaine, elles lui valent d'être présenté comme un haineux, comme quelqu'un qui excite à la haine contre la France. Quand ces vérités sont dites par un Français d'origine blanche occidentale, les mêmes vérités sont considérées comme de la critique légitime. Donc, nous allons souvent donner la parole, bien sûr, aux Français d'origine occidentale, d'origine européenne, pour parler, puisqu'apparemment cela est plus facile à écouter, même si nous-mêmes, nous continuerons à parler. Car nous faisons partie de cette génération des Africains à qui personne ne fermera la bouche. Plus jamais, nous ne demanderons l'autorisation de parler. Mais quand il y a des Français d'origine européenne, d'origine occidentale, qui disent la même chose que nous, c'est important de les faire écouter, afin que nul n'ait le sentiment qu'on pourrait reculer sous le motif que c'est nous qui serions des haineux, et que ceux qui disent la même chose que nous, et qui sont blancs et qui sont français, eux, ce sont simplement des opposants, des gens qui font de la critique du pluralisme de la démocratie. Nous allons justement mettre en lumière ces vérités dites par des Français d'origine européenne aux dirigeants français, pour que tout le monde voit la barbarie du racisme, de la discrimination qui s'abat contre nous. On menace Nathalie Yam parce qu'elle dit la même chose que Sébastien Nadeau, et Sébastien Nadeau, on ne le menace pas. On menace Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa parce qu'il dit la même chose que Louis Boyard, et Louis Boyard, on ne le menace pas pour dire la même chose. On menace Kémy Séba parce que Kémy Séba va dire la même chose que, je ne sais pas, Edoui Plenel de Mediapart, mais on ne menace pas Edoui Plenel de Mediapart quand il dit la même chose. Pourquoi? Parce que Kémy Séba est noir, parce que Nathalie Yam est une métisse africaine, parce que Franklin Nyamsi est un noir. Voilà la réalité crue du racisme d'État qui persiste au sommet de la France et qui ne veut pas s'assumer et qui ne supporte même pas la moindre critique. Quand la critique vient d'une bouche noire, c'est un crime.
C'est un crime de lèse-majesté. C'est un outrage. Hein? C'est un manque de respect. Hein? Quand la critique vient d'une bouche blanche, quand elle vient de la bouche de M. Pierre de Gaulle, petit-fils du général Charles de Gaulle, c'est une critique légitime. Même quand elle est dite dans un cadre institutionnel, en présence de ministre de la République. Quand M. Pierre de Gaulle peut dire que le gouvernement Macron a déclenché une participation inacceptable, injustifiée et illégitime de la France à la guerre de l'Ukraine avec la Russie. Quand il peut le dire en direct de la maison de la Russie en France, en présence d'autorités françaises et rentrer tranquillement chez lui. Alors que pour les mêmes phrases, moi, je suis menacé de coups et blessures. L'objet de procédures administratives, de harcèlement politique, de harcèlement moral, inacceptable. Pourquoi? Parce que c'est une bouche noire. C'est une bouche venue de l'Afrique qui a parlé. Et parce que dans la psychologie de ces individus, un homme ne vaut toujours pas un homme. Donc, on va leur donner la parole. Et ensuite, vous allez me dire si ce qu'ils disent est différent de ce que je vous ai dit. Et nous poserons la question de savoir, parce qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qui leur est arrivé? Depuis qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà l'exercice auquel régulièrement je vais m'adonner. Ce que j'appelle les paroles des Français, comme on les appelle sous-chiens, à la France. Celles qui ne leur valent pas d'être accusées d'entretenir le sentiment anti-français. Celles qui ne leur valent pas d'être accusées d'ingratitude envers la France. Ces paroles qui ne leur valent pas d'être présentées comme des haineux qui veulent faire détruire la France. Ces paroles qui sont considérées comme des paroles critiques normales. Nous allons les faire entendre, réentendre, pour que nul ne vienne s'arroger la prétention de nous enseigner la morale. La morale en matière de parole publique. Alors, je commence sans plus tarder par la première révélation. Je vais donner la parole au président. Il s'appelle Monsieur Bandjougou Dante. Monsieur Bandjougou Dante est le président de la maison de la presse au Mali. Il va donner un témoignage ici à propos des pratiques crapuleuses de Jeune Afrique. Ensuite, je vais vous demander si vous vous souvenez que je vous avais déjà dit ça. Bon. De l'information. On va lui donner la parole. Le président de la maison de la presse du Mali. Nos problèmes avec certains médias français sont connus. Il s'agit de RFI, il s'agit de France 24, il s'agit de Jeune Afrique. Ces médias se caractérisent par un traitement déséquilibré et orienté de l'information. Namou. Ce n'est pas la première fois Astafroulay. que nous soyons victimes du comportement de ces médias. Très bien. Pour illustrer parfois leur vision de traitement de l'information, ils n'ont pas souvent hésité à laisser les acteurs essentiels et aller chercher des témoignages dans les pays voisins, bien avant que ces médias ne soient suspendus de notre pays. Quelle méthode? Ils ont leur agenda, ils ont leur programmation, et ils pensent que tu dois faire comme ils veulent. Tu ne fais pas exactement ce qu'ils souhaitent. Très bien. Tu es méprisé. Amen. Tu es détesté. Amen. Tu es dépeint en noir. Namou. Sinon, comment comprendre le comportement d'un média comme Jeune Afrique envers la maison de la presse du Mali, qui a condamné l'expulsion d'un journaliste de Jeune Afrique en février dernier, qui s'est caché pour venir au Mali sans papier. Tu as vu, non? Bien qu'il soit venu dans des conditions irrégulières, sans accréditation, situation qu'on ne peut jamais imaginer en France, la maison de la presse courageusement a demandé aux autorités de régulariser la situation du journaliste, de laisser faire son travail et a même condamné son expulsion. Merci, monsieur Dante. Ce jour-là, Jeune Afrique ne nous a pas qualifiés de maison de la presse ambiguë. Qu'est-ce que Jeune Afrique a fait encore dans l'affaire Malik? Seule la maison de la presse a produit un communiqué pour condamner les agissements de certains sur les réseaux sociaux et demander l'État à prendre ses responsabilités. Ce Jeune Afrique n'a pas hésité à inventer, vous avez vu, non, un communiqué qu'il attribue à d'autres qui seraient plus courageux que la maison de la presse. Quelle honte le journalisme pour fictif. un média qui est connu depuis de longues années sur le continent africain. C'est Le enrichi. comportement des Jeunes Afrique
est un comportement inexplicable. Non, c'est... Il n'y a pas de professionnalisme dedans. Il y a de la malhonnêteté dedans. Voilà. Il y a l'indignité dedans. Les malhonnêtes et les indignes. Merci. Bon, vous avez écouté le président du club de la presse du Mali. Eh bien, M. Bandjougou Danté. Nos problèmes avec... Vous avez écouté le président de la maison de la presse au Mali, M. Bandjougou Danté. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur Jeune Afrique que je ne vous ai pas encore dit? Ne vous avez-je pas dit que ce journal était dirigé par quelqu'un qui a des méthodes de voyou? Ne vous avez pas dit que Marouane Ben Yamed, héritier de presse, ne vit que de rançonner les despotes africains pour polir leur image, et que dès qu'il y en a un qui ne lui a pas suffisamment donné de sponsoring, à ce moment-là, il publie volontiers des reportages critiques acerbes envers ce dirigeant, afin que celui-ci, par obligation, pour polir et lisser son image à partir de la place de Paris, eh bien finance des campagnes de propagande, des campagnes avantageuses. Ne vous avez-je pas dit que ce type-là était un véritable épicier, ce n'est pas un journaliste? Marouane Ben Yamed, qui a consacré quelques-uns de ses tweets les plus sauvages, les plus grossiers contre ma personne, c'est quelqu'un qui en réalité vit de rançonner les peuples africains et notamment les dirigeants les plus faibles, les plus corruptibles et les plus corrompus d'Afrique qui essayent de s'acheter une image à coups de mensonges. Voilà, c'est à ça que sert Jeune Afrique. Et le président du club, eh bien, de la maison de la presse du Mali, M. Bandjougou Danté, n'a fait que relater des faits. Il y a un problème qui se pose, ou qui se poserait au Mali. Ils envoient des équipes qui font des reportages en Côte d'Ivoire, ou qui font des reportages au Burkina ou au Niger, dans des paysages qui ressemblent au Mali. Et ils disent que ça s'est passé au Mali. Et ils disent que ces personnes qui parlent là sont au Mali. Voilà leur première méthode. Des faux reportages. Et ils fabriquent des témoins qu'ils sont les seuls à connaître, des témoins imaginaires, des témoins fictifs, pour donner l'impression que leurs articles sont les articles d'investigation. Ils vont même plus loin. Ils fabriquent des associations inexistantes. Et ils fabriquent des communiqués d'associations inexistantes, auxquels ils attribuent des propos qui ne correspondent à rien de la réalité. En fait, Jeune Afrique et tous les médias mainstream de la France-Afrique se sont spécialisés dans ce qu'on appelle la presse, le journalisme de fiction, le journalisme de bureau, le journalisme de montage, le journalisme en réalité de fabrication d'artefacts. C'est ce qu'ils font. Alors, le président de la maison de la presse du Mali, M. Bandjougou Danté, pose à un moment donné une question. Pourquoi ils font ça? Bon, j'ai l'impression que il faudrait que j'apporte une information complémentaire au président Bandjougou Danté. Cette information complémentaire, c'est qui possède la presse en France? Qui contrôle la presse en France? En vue de quoi ce contrôle de la presse en France a lieu? Pour illustrer ce contrôle de la presse en France, pour illustrer la possession de la presse en France, la prostitution financière qui contrôle la quasi-totalité de la presse mainstream en France, la prostitution financière et politique qui contrôle cette presse, nous allons donner la parole à un député français, M. Louis Boyard, député de la France Insoumise, dont je vous avais déjà donné à écouter un extrait d'une confrontation avec le journaliste Cyril Hanouna dans une émission appelée TPMP, Touche pas à mon pote, dans une chaîne C8 appartenant au milliardaire Bolloré. Vous allez écouter maintenant le député Boyard en train de présenter la situation de l'indépendance de la presse en France. La situation terrible dans laquelle se trouve en réalité la gestion de l'opinion en France. Nous allons lui donner la parole, ce qui permettra de répondre à la question de monsieur le président de la maison de presse du Mali, monsieur Bandjougou Danté, qui se demandait, mais pourquoi Jeune Afrique, France 24, etc., RFI, pourquoi ils font ça? Bon, pour savoir pourquoi ils font ça, il faut savoir qui contrôle les médias en France. C'est-à-dire, en fait, qui contrôle le pouvoir politique en France. Parce que celui qui contrôle les médias contrôle le pouvoir politique, puisque le pouvoir politique dépend des médias. Et d'ailleurs, en théorie démocratique, on appelle le pouvoir de la presse le quatrième pouvoir. Celui qui contrôle le quatrième pouvoir peut donc agir sur le législatif, il peut agir sur le judiciaire, il peut agir sur l'exécutif. D'autant plus que nous sommes à l'époque de la circulation rapide de l'information et de la puissance de l'information. Nous allons donc aller chercher l'intervention du député Louis Boyard. Je crois que c'est lui, ce n'est pas Laurent.
Louis Boyard. Je corrigerai si je me suis trompé sur le prénom. J'ai publié son intervention ici. Ah ouais, je ne me suis pas trompé, il s'appelle bien Louis Boyard. Voilà. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Le jeudi 10 novembre, je me suis rendu à l'émission Touche pas à mon poste pour défendre l'accueil des 234 personnes qui étaient à bord de l'Ocean Viking et que la France s'est honorée à accueillir. J'ai voulu dans cette expression expliquer plusieurs choses qui me paraissent utiles de rappeler à nouveau. D'abord, m'attaquer à un mensonge de l'extrême droite. Le mythe selon lequel les exilés seraient les ennemis des classes populaires des territoires en France. 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français. Ces milliardaires sont la cause de la misère en France. Or, si jamais notre pays n'a jamais été aussi riche, jamais les richesses n'ont été aussi mal partagées. C'est parce que ces milliardaires refusent d'augmenter les salaires que nous avons 9 millions de pauvres dans notre pays. 9 millions. C'est parce que ces milliardaires refusent de partager les super profits que nos enfants ont froid dans les écoles. Et c'est parce que ces milliardaires refusent de payer leurs impôts en France que nous n'avons plus de moyens dans nos hôpitaux. Ouais. Et ces milliardaires n'organisent pas seulement la misère en France, ils l'organisent aussi sur le continent africain. Ah. C'est la deuxième chose que j'ai voulu rappeler. Namou. Pour cela, j'ai cité le cas du milliardaire Vincent Bolloré. Le milliardaire Vincent Bolloré, 13e fortune française, est l'incarnation de la France-Afrique. Il a créé son empire en pillant les Africains. À ce titre, le groupe de Vincent Bolloré est actuellement en procès contre 145 Camerounais qui l'accusent de non-respect des droits humains et d'avoir déforesté la nature dans le cadre des plantations d'huile de palme. C'est ce que j'ai tenté de rappeler sur le plateau de TPMP et c'est pour cela que Cyril Hanouna a voulu me faire taire. La toute-puissance d'Hanouna, qui pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu'elle critique son patron, est inadmissible. Des milliardaires rachètent des chaînes à grosse audience, se rendent coupables de crimes environnementaux et d'exploitation à l'international. Et tout ça, on ne pourrait pas le dire sur Touche pas à mon poste. En France, Bolloré fait monter l'extrême droite pour défendre son empire néocolonial. Sur le continent africain, il pèse sur le débat public avec son groupe Canal pour prévenir les contestations en Afrique. Ça s'appelle tuer la liberté d'expression. Si des milliardaires rachètent des groupes de presse, c'est évidemment pour servir leurs intérêts économiques et en faire des outils de combat politique. Or, les médias sont des relais essentiels de la liberté d'expression. Ce sont des véritables piliers de notre société démocratique. Pourtant, aujourd'hui, les Français expriment une grande défiance vis-à-vis des médias. Cette défiance repose justement sur le risque de conflit d'intérêts, de censure, voire d'autocensure des journalistes, quand on sait que 90% des médias sont possédés par 8 milliardaires. 8 milliardaires. Il est donc essentiel que les médias conservent leur indépendance par rapport à ces milliardaires. C'est pourquoi, le 24 novembre, nous défendrons notre proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias. Concrètement, cette proposition de loi a pour objet de limiter l'accès d'un actionnaire au capital des grands médias par le biais d'un droit d'agrément par un comité social et économique. Cette loi a aussi pour but d'interdire toute prise de contrôle de plus de 20% dans les médias significatifs. En parallèle de cette proposition de loi, je demande solennellement à la présidente de l'Assemblée nationale, au bureau de notre Assemblée nationale, l'ouverture d'une commission d'enquête relative à la concentration des médias et plus spécifiquement sur les financements de l'empire Bolloré. Par ailleurs, je déposerai également une plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. Mais cette affaire n'a rien de personnel. Elle est avant tout politique, car elle est représentative de ce qui se passe dans le système Bolloré. Cyril Hanouna a déclaré a posteriori que cette séquence était la preuve que l'on pouvait tout dire sur cette émission. Eh bien, je le mets au défi. Cyril Hanouna est-il prêt à organiser un débat sur TPMP au sujet des agissements de Bolloré en Afrique? J'attends la réponse. Nous verrons alors si cette émission est encore Touche pas à mon poste ou si elle est devenue Touche pas à mon patron. À mon boss. Voilà, merci à vous. Bon, voilà. Merci, monsieur le député Laurent Boyard. Louis Boyard, je ferai tout pour vous rencontrer bientôt. Déjà, toutes mes félicitations pour votre effort de servir la vérité et la justice ici en France. Louis Boyard.
Ma réponse à notre frère, le président de la maison de presse du Mali, le président Bandjougou Dante, que je salue, il a posé dans son intervention la question de savoir pourquoi Jeune Afrique fait ça. La réponse est très simple. Ils font cela parce que cela leur est demandé par ceux qui exploitent l'Afrique et qui s'enrichissent en France dans le dos des peuples français et africains. Ceux qui profitent du système France-africain imposent aux journalistes en France comme en Afrique de répéter leur catéchisme. Car leur catéchisme permet de contrôler le mental des citoyens, le mental des peuples et de les maintenir sous la domination de la France-Afrique. C'est-à-dire cette mafia composée des élites de la 5e République française et des élites des républiques bananières d'Afrique d'expression française pour contrôler les richesses de part et d'autre, les piller en association et maintenir maintenant désormais 9 millions de Français dans la pauvreté et des centaines de millions d'Africains dans la même pauvreté. Voilà la réponse, M. Bandjougou Dante. Il ne faut pas chercher loin. C'est une organisation mafieuse au détriment des peuples français et davantage au détriment du peuple africain. Bon, mais on dit que l'explication est pédagogique, la répétition aussi. On va donner la parole maintenant à des journalistes d'investigation français qui sont allés plus loin pour expliquer au monde entier ce qui se passe en France. La mort de la liberté de presse, la mort de l'indépendance de la presse. Il reste un tout petit élément de 4 minutes que je vais vous faire écouter. Mes chers amis, ensuite, cette émission-ci, qui est en exclusivité pour le moment sur Franklin Yamsi Facebook, sera téléchargée et elle sera diffusée sur notre page YouTube Franklin Yamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Pour des raisons techniques, je ne pouvais pas diffuser sur les deux canaux en même temps. Maintenant, on va écouter un producteur et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré, donc, qui veut installer une candidature et des thématiques d'extrême droite autour d'Éric Zemmour. Comment sommes-nous informés en France? Qui détient les médias? Qui contrôle l'information? Vincent Bolloré comme Bernard Arnault sont propriétaires de médias, mais ils ont cette capacité à soit être informés, soit intervenir sur des médias qu'ils ne possèdent pas. On a été extrêmement surpris d'entendre la voix de Bernard Arnault menacer directement un journaliste du service public qui faisait son travail. En France, et c'est totalement inédit, 9 industriels détiennent plus de 90% des médias privés. Et on va vous raconter quelles conséquences ça a sur l'info et le débat public. Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna, animateur-producteur, et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré, donc, qui veut installer une candidature et des thématiques d'extrême droite autour d'Éric Zemmour. Dans le dernier livre d'Éric Zemmour, il explique lui-même que c'est Vincent Bolloré qui l'a convaincu d'être tous les soirs en direct sur CNews. Éric Zemmour offre à Touche pas à mon poste ses plus beaux pics d'audience depuis la rentrée. Depuis la montée en puissance de la campagne présidentielle, il a énormément donné la parole à l'extrême droite et énormément donné la parole à Éric Zemmour. Cyril Hanouna et ses producteurs ont décidé de diffuser des vidéos exclusives d'un seul candidat, d'Éric Zemmour, qui était uniquement à l'attention de Touche pas à mon poste. Regardez, c'est une exclusivité pour Touche pas à mon poste, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Cyril Hanouna. Quelques jours plus tard, une autre vidéo de propagande est diffusée. Bonsoir à tous. Devant les sénateurs, Vincent Bolloré a démenti avoir un agenda politique sur ses chaînes. Vincent Bolloré n'aime pas du tout les journalistes qui enquêtent sur ses affaires. Et on démontre dans le documentaire une affaire passée un peu inaperçue où Vincent Bolloré, mécontent d'une enquête, va en représailles interdire à son agence de communication de placer la publicité dans un journal. Semble-t-il, des ordres très précis ont été donnés à Havas. Ça nous est confirmé par le président du directoire du Monde. Et le chiffre est important. Globalement, il y a eu un manque à gagner de l'ordre de 5 millions d'euros par an, de 5 à 6 millions d'euros par an pendant 2 ans. Le Monde a continué à enquêter sur Vincent Bolloré par la suite, mais ça montre une puissance économique très importante. Ce qui est stupéfiant, c'est que Vincent Bolloré comme Bernard Arnault sont propriétaires de médias, mais ils ont cette capacité à soit être informés, soit intervenir sur des médias qu'ils ne possèdent pas, en l'occurrence sur le service public. Vincent Bolloré réussit à être informé avant sa diffusion d'un documentaire qui lui est consacré, et de son côté, Bernard Arnault et le groupe LVMH et les cadres de LVMH déploient un talent d'ingéniosité pour faire pression sur le journaliste qui consacre un portrait à Bernard Arnault. En enquêtant, c'est la seule fois où je me suis retrouvé confronté à des gens qui racontaient autant de mensonges
à mon endroit. Et il a eu des menaces très importantes. On a été extrêmement surpris d'entendre la voix de Bernard Arnault, l'une des plus grandes fortunes d'Europe, menacer directement un journaliste du service public qui faisait son travail. Non mais mais c'est complètement faux cette histoire. D'accord, bah, j'espère pour vous. Non mais jamais de la vie. Mais... Il faut souligner que France 2 a diffusé le documentaire sans en changer le contenu. Le pouvoir exécutif, le plus haut niveau de l'État, est capable de faire pression sur des journalistes. J'enquêtais sur la question des ventes d'armes, et notamment à un moment où il y avait une guerre au Yémen et où des armes françaises avaient été vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et étaient utilisées dans la guerre au Yémen. Je récupère des documents confidentiels défense et je vais interroger la ministre Florence Parly, la ministre des Armées, qui ne répond pas vraiment à mes questions. Autour d'elle, on voit la panique par rapport à ce document. Et en fait, très vite, on reçoit un mail du ministère des Armées nous demandant de restituer le document, nous expliquant qu'on a brisé le secret de la défense nationale et qu'on risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mon sujet s'arrêtera là, sur décision du producteur. La pression de l'exécutif a-t-elle fonctionné? Mon ancien producteur Laurent Bon dément toute censure. Ça m'a valu en fait une convocation à la DGSI et un rappel à la loi. Pendant 6 ans, ça m'interdit de à nouveau traiter ou révéler des documents confidentiels défense. Dans le documentaire, on montre qu'il y a tout de même des espaces de liberté, des poches de résistance, il y a des médias indépendants. Ce qui pêche, c'est quand on n'explique pas les choses. Par exemple, quand on consacre dans Paris Match ou dans le Journal du Dimanche un article à Nicolas Sarkozy, quelle que soit la tonalité de cet article, ce qui pêche, c'est quand on n'explique pas que Nicolas Sarkozy est au conseil de surveillance du groupe Lagardère qui possède les journaux dans lesquels on fait un article sur Nicolas Sarkozy. Voilà, je pense qu'en disant les choses, on permet de retisser un lien de confiance qui s'est un petit peu distendu. Bon, voilà, mes chers amis. Monsieur le Président Bandjougou, je crois qu'avec ces éléments que je vous... Comment sommes-nous informés en France? Qui détient les médias? Qui contrôle l'information? Avec les éléments que je viens de vous faire écouter, vous avez une réponse suffisante à la question de savoir pourquoi Jeune Afrique, France 24, RFI, etc. se comportent comme ils se comportent. Parce que nous sommes dans une situation inédite en France. 90% des médias français sont contrôlés par moins de 10 personnes, qui sont les principaux milliardaires, les principales fortunes du pays. Il s'ensuit que ce sont ces 10 personnes qui font et défont les majorités politiques. Car, au fond, ce sont là, ces personnes-là, qui sont les plus grandes influenceuses de l'opinion et qui ont la plus grande capacité de financement privé des carrières politiques. Donc, ce n'est pas compliqué. Nous ne sommes plus vraiment informés. Nous sommes davantage déformés. Quand vous prenez vos télécommandes et vous vous mettez à écouter et à zapper entre les chaînes qui appartiennent à ces 9 ou 8 individus, ils vous font du bourrage de crâne. Ils vous mettent dans la tête tout ce qui est dans leur intérêt. Et ils s'efforcent de vous enlever de la tête tout ce qui est de nature à nuire à leurs intérêts. C'est aussi simple que ça. C'est cette logique-là qui s'étend dans le traitement des pays africains où il y a des leaders qui résistent à la domination néocolonialiste française et à l'impérialisme occidental. Les journaux à la solde de ces oligarques financiers qui contrôlent des États entiers maintenant dans le monde, ces journaux vont être envoyés en mission pour saboter les élites révolutionnaires progressistes, les élites émancipatoires de tous les pays du monde. Vous verrez donc systématiquement que de la même façon qu'ils traitent Assimi Goïta, c'est comme ça qu'ils vont traiter Maduro, c'est comme ça qu'ils vont traiter le gouvernement iranien, c'est comme ça qu'ils vont traiter le régime russe, c'est comme ça qu'ils vont traiter le régime malgache, c'est comme ça qu'ils vont traiter tout gouvernement à travers le monde qui ne se soumet pas aux 4 volontés des oligarques qui veulent monopoliser la richesse du monde, monopoliser le droit international, bref, imposer un hégémonisme continu de leur vision du monde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, je reviens à la question que je ne vais pas oublier de vous poser. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau en écoutant que ce soit le président de la maison de presse au Mali, en écoutant le député de la France Insoumise, le député français Louis Boyard, ou en écoutant le reportage de Combini News tout à l'heure? Est-ce que vous avez appris quelque chose que votre serviteur ici présent, Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, ne vous a pas dit? Est-ce qu'en écoutant les personnes que je vous ai fait écouter, vous avez eu le sentiment d'entrer dans un monde de révélation que vous n'avez jamais entendu? La réponse
à la quasi-unanimité de tous ceux qui m'écoutent ou qui écoutent plusieurs des éveilleurs de conscience de l'Afrique des libertés, la réponse est bel et bien non. C'est ce que vous dites. C'est cela que reconnaissent ces personnes qui exercent leur esprit critique en France. Même ces personnes maintenant commencent à être menacées. La menace commence à peser sur toutes les voix dissonantes et de toutes les couleurs ici en France. La répression est en train de monter d'un cran. Pour la première fois, depuis très longtemps, au sein de la Ve République, même des leaders d'opinion, des journalistes, des intellectuels critiques d'origine européenne, des Blancs, se sentent menacés par des Blancs. Ceux qui se sont soumis à l'oligarchie financière, qui veut dicter sa vision du droit international, dicter la logique et l'idéologie otanienne sur le moindre recoin de la terre, eh bien, des temps difficiles sont arrivés. C'est ce que je voulais montrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience est en train de se faire à plusieurs endroits en même temps. Vous avez écouté le président Bandjougou. Eh bien, depuis le Mali, vous avez écouté Laurent Boyard à Paris. Vous avez écouté les journalistes de Combini News. Et vous pourriez avoir l'impression que le président Bandjougou, Dante depuis le Mali, s'est entendu avec le député français Laurent Boyard qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale française et que tous les deux se sont entendus avec les journalistes de la chaîne Combini News TV. Pourtant, vous savez très bien qu'en réalité, ils ne se sont pas entendus. C'est la vérité qui éclate de partout. C'est la vérité qui éclate de partout. Et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ce magnifique test musical par lequel je conclus une fois de plus notre conférence du jour. Ce magnifique texte musical que je vous ai fait écouter au départ, je ne me lasse pas de le faire écouter. Et dédicace ici, une fois de plus, au général Valsero qui a consacré ce texte à un homme qui incarne le désir de souveraineté, de vérité et justice de l'Afrique aujourd'hui, le président Assimi Goïta. La vérité éclate. Même les artistes la disent. La vérité éclate à plusieurs points de la terre, de manière synchronique, de manière simultanée, sans pourtant qu'il y ait eu concertation. La même vérité est dite. Celle que vous avez entendue dans la bouche du président Bandjougou Kandé depuis le Mali, eh bien c'est la même vérité que vous entendez de la bouche du député Louis Boyard à Paris. C'est la même vérité que vous entendez de la bouche des journalistes de Combini. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur notre page YouTube Afrique des Libertés. Soyez bénis mes amis. Excellent mardi. Et encore Yako à toute l'Afrique des Libertés. Frappé par le départ de notre frère, le professeur Nyusere Kalala Omotunde. Que son voyage se déroule magnifiquement. Nous nous réjouissons, mais nous pleurons aussi. Ainsi soit-il. Soyez bénis mes amis.